En fait, il y a une part, il y a une part de hasard. Il y a à la fois une part de conviction, il y a une part de hasard. Naturellement, sur la question du colonialisme, des colonisations, des guerres de décolonisation, mon choix a été fait. La guerre du Vietnam, les événements de Madagascar et tous les événements, le bombardement d'Haiphong, enfin. J'avais, par mes lectures, par les lectures, j'étais convaincu sur le colonialisme. Mais j'habitais Lausanne, donc j'étais en Suisse à ce moment-là, où j'étais né, et j'aurais pu ne pas rencontrer la question coloniale et la question algérienne. Et comment je suis entré en contact J'étais en contact avec différents éditeurs pour des relations entre la Suisse et la France et leur production éditoriale. Et l'un d'entre eux était Jérôme Lindon des éditions de Minuit. Et donc c'est Jérôme Lindon qui publie d'abord le livre pour Djamila Bouhired, avec Georges Arnaud et Jacques Vergès, et puis publie ensuite La Question. Et donc je diffusais ces livres en Suisse, et La Question est interdite par le gouvernement français. Et à ce moment-là, je viens tout de suite voir Jérôme Lindon pour voir les choses, comment ça peut se faire. Et il me dit, est-ce que La Question, est-il possible de la rééditer en Suisse? Je lui dis oui, tout de suite, mais il me dit, il y a deux raisons à cela. La première, c'est que pendant l'occupation allemande, il y avait les éditions de Minuit, justement, qui publiaient des livres qui étaient saisis par les services allemands, et certains de ces livres ont été réédités en Suisse. Il y a donc une symbolique dans la nouvelle situation, on est 10 ans après la guerre, à refaire publier La Question. Et puis, il y a d'autre part le fait qu'il faut montrer au gouvernement français qu'il peut saisir, il peut interdire, mais le livre peut paraître ailleurs et existe par ailleurs. Donc, ayant répondu oui, je suis rentré en Suisse en me disant, voilà, je vais poser la question à l'éditeur suisse, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, vous le publiez. Et dans le chemin du retour, vraiment, dans le train de retour, je me suis dit, si je vais vers des éditeurs suisses, ils vont me dire, oui, attendez, on va voir. Ils vont peut-être dire non au bout d'un mois. Et puis ensuite, ça évente le projet d'une édition française hors de France. Donc, je suis à l'arrivée, au retour à Lausanne, je me suis dit, je vais éditer le livre moi-même. C'est là, les éditions sont nées avec La Question. Je vais éditer le livre moi-même, mais enfin, j'étais encore assez jeune à ce moment-là. Donc, j'ai emprunté de l'argent à ma mère pour publier, pour payer pour l'imprimeur, et j'ai réédité La Question. Comme ça 10-12 jours après la saisie en France, le livre a été publié en Suisse, il n'y avait pas eu de temps, etc. Donc, à partir de ce moment-là, je me dis, c'est toujours amusant, je n'avais encore rencontré à ce moment-là aucun Algérien dans ma vie, parce qu'en Suisse, il commençait à y avoir des Algériens qui venaient de France ou se protéger ou se soigner en Suisse dans le cadre de la guerre, mais en 56-57, il n'y en avait pas encore beaucoup. Donc, je n'avais jamais, moi, personnellement, rencontré un Algérien. Est-ce que vous avez connu Henri Alleg à cette période? Ah non, vous non. avez édité La Question? Non. Je l'ai connu dans les années 90. Qui vous a ramené le livre? Ah, mais je l'avais, puisque je diffusais les éditions de Minuit, j'avais le livre. Hein, j'avais le livre, non. Et puis j'avais causé avec Lindon, donc Lindon m'a donné les droits, on a discuté pour les droits, voilà, hein, c'est officiellement. Et donc, ayant publié La Question, dans les jours qui ont suivi, j'ai été contacté par la Fédération de France, et par Robert Davzy, plus exactement, qui était un militant français qui était très proche de la Fédération de France, qui m'a dit, voilà,
est-ce que vous êtes, à ce moment-là, on se voyait, après on s'est tutoyé, est-ce que vous êtes d'accord, finalement, d'apporter un soutien au-delà de la publication du livre, mais à la cause algérienne? Et pour moi, c'est indissociable. La publication du livre est un engagement politique qui est pour moi indissociable d'une activité militante ou politique parallèle. Et vous l'avez fait par téléphone ou Robert Davizi? Ah non, non, il est venu à Paris, il venait d'Allemagne où il y avait la Fédération de France, il est venu à Lausanne et on a parlé, quoi, enfin. Oui, lui-même il était recherché ou... Ah oui, il était, à ce moment-là, il avait quitté la France, oui, parce qu'il était recherché et il était condamné à 10 ans de prison par contumace. Hein, mais donc il vivait très proche de... C'est qui Robert Davizi? C'était un prêtre français qui a été très engagé auprès des Algériens tout le temps et qui était très proche. Je pense que c'est le Français qui a été le plus proche des dirigeants de la Fédération de France, hein, plus que n'ont pu l'être même Francis Janson et Henri Curiel. Hein. Il était vraiment très proche. Pour eux, je les ai connus, Davizi était alors c'est un prêtre qui, entre autres, a été très engagé très tôt pour la guerre d'Algérie. Il est un de ceux qui ont mené les enquêtes quand il y a eu la brochure qui a été publiée, des rappelés témoignes, c'est-à-dire des Français, jeunes Français appelés en Algérie, qui vont là-bas et qui constatent la torture, ou voient la torture, ou assistent, et qui en rentrant témoignent. Et donc un groupe de prêtres avait rassemblé les témoignages, il était déjà dans ce groupe de prêtres. Et après il s'est très engagé sur un terrain militant et jusqu'au bout avec la cause algérienne, qui m'a mis en contact avec l'organisation. Oui. Hein, voilà, hein, c'est ça. C'est-à-dire, il a prise de conscience. Non, ça c'est... Non, je pense... Enfin, peut-être qu'il l'a dit... Peut-être qu'il a dit, je ne sais pas, à Ali Haroun ou à Boudaoud, il y a ça, peut-être il faut aller voir s'il n'y a pas peut-être une aide à recevoir de là, et donc il est venu. Mais il ne l'a pas fait, je disais, à l'insu de la direction de la Fédération de France, c'est sûr. Non, il était téléguidé. Oui. Et vous avez reçu des menaces à cette époque-là, ou de votre engagement? Bon, alors, voilà. Il y a deux choses. D'abord, un Européen français ou moi, un Européen en Europe, pendant la guerre d'Algérie, on ne risquait pas la torture. Hein. Les Français en Algérie ont été torturés, mais il n'y a pas eu de Français torturés pendant la guerre d'Algérie en France. Les Algériens, oui, bien sûr, mais pas de Français. Donc disons que la torture, on ne la risquait pas. Hein, mais maintenant, alors il y a eu des répressions, il y a eu des condamnations, il y a eu des condamnations jusqu'à 10 ans de prison pour des Français, etc. Donc ce risque-là existait, mais le risque principal, c'était le cas pour les avocats, par exemple, ou pour les éditeurs, comme en France et en Suisse, ou pour les journalistes, c'était qu'ils n'étaient pas clandestins, ils avaient des adresses. Hein, on savait où il y avait un bureau, on savait. Donc la menace principale qu'il y a pu avoir, c'est l'attentat. Ça, c'était la menace principale, l'attentat, et il y a eu des attentats du reste perpétrés. Donc, je ne sais pas. Je sais seulement qu'une fois, j'étais très régulièrement interrogé par la police suisse. Hein. Tous les 2 mois, 3 mois, passé au bureau. Donc, la menace principale pour les éditeurs, les avocats, les journalistes, c'était qu'ils avaient un domicile, ils avaient un lieu, il y avait un bureau, il y avait... Donc la menace principale pour ces personnes qui soutenaient la guerre d'Algérie, c'était un attentat. Attentat OAS, ou on verra après, attentat organisé par les services français. Donc moi je peux seulement faire état qu'un jour, très régulièrement, plusieurs fois par mois, enfin tous les 2-3 mois, j'ai été interrogé pour la police suisse sur mes activités, sur ce que je faisais. Bon.
Mais un jour, l'inspecteur, qui était l'inspecteur que je rencontrais habituellement dans les RDV, est venu au bureau, aux éditions, et m'a dit, on a des informations que vous pouvez être l'objet d'un attentat. Enfin, voilà. Donc, on vient vous proposer une protection rapprochée. Et écoutez, une protection rapprochée, c'est très bien, mais vous ne faites plus rien politiquement. Hein. Au point de vue militant et politique, vous ne pouvez plus rien faire. Bon. Est-ce que la proposition était faite pour me faire, me faire rien faire, ou elle était réelle? Je ne l'ai jamais su. Hein. Mais j'ai dit non, je refuse la protection rapprochée. Oui. Mais si je suis menacé, accordez-moi un port d'armes. Hein, bon, ils m'ont accordé le port d'armes, mais enfin un 6,35, vous savez, un 6,35 contre un commando, vous ne faites pas grand-chose. Donc le revolver est allé dans un tiroir, les balles avec, et je savais que ça ne servait à rien. Il ne s'est rien passé. Est-ce que la menace était réelle? Est-ce qu'elle n'est pas réelle? Aujourd'hui encore, je ne peux pas le dire. Voilà. Mais on était vigilant sur le risque d'attentat. C'était ça la menace principale. D'accord. Alors, racontez-nous comment le livre de Pacification a été écrit, son contenu et les raisons de son édition et diffusion. Voilà, alors la pacification, c'est parce qu'il y a, dans le cours de l'édition, on n'y reviendra pas, il y a eu tout un processus. D'abord, les réseaux d'édition dénoncer la torture, dénoncer ensuite la torture non seulement en Algérie mais en France, puis dénoncer la torture comme système, et puis ensuite c'est la bataille d'Alger, et ensuite il y avait le problème de dénoncer le mode de répression dans toutes ses formes, c'est-à-dire la torture, et le napalm, et les enfumades, les camps de regroupement, toutes les formes de répression. Et c'est à nouveau, du reste, Robert Damzy, qui est venu, alors on est en 1900, là on est déjà en 1959, ou 59-60, et il vient me contacte et me dit, écoute, la Fédération de France voudrait éditer un livre qui, en fait, établit la somme de ces différents modes de répression, et pas seulement la torture, mais toutes les autres formes de répression qui sont utilisées en Algérie et naturellement en France également. Et je lui dis oui. Et donc le projet m'est présenté. Alors j'ai fait 3 propositions. Une première qui était pour moi l'essentiel, veiller à ce qu'il n'y ait aucun fait qui puisse être démenti. Parce que s'il y a un fait qui est démenti, ça met en contestation Djamil Bouhired, Zora Drif, Boumaza, Aleg, tout le monde. Hein. Donc là, vraiment, une vérification rigoureuse des faits. Le deuxième, il voulait appeler le livre noir de 6 années de guerre en Algérie. Livre noir de 6 années de guerre en Algérie, d'abord, c'est une tradition, plus un titre est court, meilleur il est. Livre noir, c'est très long. En plus, ça fait livre officiel. J'ai dit, il faut trouver absolument un autre titre. Et le troisième demande que j'ai faite, c'est, le livre devait être finalement publié sous le nom de Fédération de France du FLN. Et là, j'ai dit, si on veut que le livre n'ait pas d'écho et ne soit pas lu, sauf par les convaincus, il faut qu'un Algérien signe le livre. Il faut qu'un Algérien signe le livre, prenne la responsabilité, ça personnalise le livre et ça lui donne une force. Donc, effectivement, je dois dire que c'est les services d'Ali Haroun qui ont fait le travail en Allemagne de contrôle, de vérification des faits et qu'il n'y ait pas d'erreur. Ils ont fait un travail admirable, ils ont travaillé des mois, hein, pour éliminer tout ce qui pouvait être mis en doute dans les
les faits rapportés. Et ensuite, le livre, on a cherché un autre titre, on a laissé Livre noir en sous-titre, mais on n'a pas tout simplement mis la pacification, parce que c'était la politique menée et ça rapportait bien l'effet de la pacification. Et puis, Hafid Karaman, qui était à ce moment-là, l'ambassadeur d'Algérie en Allemagne, a pris la responsabilité de signer le livre et a écrit une préface et une postface, qui étaient du reste très belles, pour présenter le livre. Donc voilà, mais c'est un livre qui est disons, une réalisation de la Fédération de France. Voilà, oui. Alors effectivement, la pacification est mise en vente, est publiée, et vraiment, dans les jours qui suivent, quelques jours après la mise en vente, un inspecteur de la police, de nouveau, vient me trouver et me dit, écoutez, voilà, ce livre, La Pacification, où vous l'avez vendu, où il est, où est-ce qu'il en est, etc. Et il me questionne pendant un moment là-dessus, et je lui dis, ben enfin bon, la raison, est-ce que peut-être vous avez des intentions de vouloir saisir le livre, quels sont... Il me dit rien sur... il me dit, vous l'apprendrez demain dans la presse. À l'époque, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas d'information immédiate. Hein. Vous l'apprendrez demain dans la presse, et naturellement, le lendemain, j'ai su qu'il y avait eu l'attentat. Alors, l'attentat, d'abord, immédiatement, j'ai recontacté la police pour donner tous les éléments que j'avais, dans quelle librairie le livre était, où il pouvait, etc. Comme c'était tout au début de la diffusion, il y avait des possibilités de remonter. Je dois vous dire qu'à aucun moment, ils n'ont cherché à savoir, parce qu'ils savaient très très bien, dès le début, que c'était finalement l'attentat avait été commis par les services français et ils n'allaient pas mener, ni les Belges ni les Suisses, mener une enquête là-dessus. En fait, après, dans la suite, on a eu les éléments, entre autres à travers l'autobiographie de Constantin Melnik. Melnik était le responsable du service qui finalement était ce qu'on appelait la main rouge, hein, enfin qui était né au Maroc, ensuite en Algérie, mais qui a été utilisé par les services français en France, en Allemagne, en Belgique et en Suisse, lors de l'assassinat de Moumier. Donc la main rouge était un service français dont le bureau de Melnik était très proche du bureau de Michel Debré. C'était un service très officiel, des services secrets, et qui avait pour tâche de commettre des attentats ou des actes de répression. Et effectivement, on a appris, c'est ainsi ultérieurement qu'on a appris qu'il y avait eu 3 exemplaires achetés à Genève, dans une librairie de Genève. La pacification avait un avantage sur les autres livres de la guerre, publiés lors de la guerre d'Algérie, c'est qu'il était volumineux. Les autres livres, en général, étaient petits, là, ils étaient volumineux, donc ils ont évidé le livre, ils ont mis le dispositif, et ils l'ont envoyé avec des étiquettes presse universitaire de France, qui étaient fausses, naturellement, service de presse, bon, etc. Et effectivement, malheureusement, ce Belge qui était favorable à la cause algérienne, son fils également, sa famille également, a ouvert le livre et qui a explosé, il a été tué pratiquement sur le coup. La maison a été très, très abîmée, c'était donc très violent. Et alors, il y a Pierre Le Grève, qui était un autre destinataire, par chance, c'est sa femme qui a reçu le livre, et il lui est paru quelque chose de suspect. Elle ne l'a pas ouvert. Et naturellement, après, l'explosion avait... Alors, je sais qu'il y en avait un troisième, il y a eu un troisième destinataire, mais qui a été prévenu par le premier attentat et la mort de Georges Laperche. Donc voilà. Mais ça confirme ce que je vous disais, la menace principale pour les Européens ou la menace principale
était l'attentat, plus que la répression, torture, c'était ça. Hein. Attentat OAS ou attentat des services français de la Main Rouge, hein, les deux étaient possibles. Alors là, il y a une chose sur laquelle il faut absolument souligner, c'est qu'il y a un éditeur, Jérôme Lindon, aux éditions de Minuit, qui a été c'est lui qui a vraiment, en publiant d'abord Jamel Abouired, ensuite Henri Alleg, et puis l'affaire Audin, et beaucoup d'autres livres derrière, la gangrène avec Boumazar, Rebaïli et les autres Algériens qui avaient été torturés en France, a été sans lui, les choses auraient été différentes. Parce que on peut prendre le problème de la question, personne ne voulait éditer. Hein. La femme de Henri Alleg, pendant des semaines et des semaines, a été distribué le livre à tous les éditeurs parisiens. Et c'était non, soit parce que c'est un livre, on ne publie pas ça parce que c'est négatif pour la France. Je reprends au début alors sur Alleg. Oui. Bon, il y a une chose qu'il faut souligner, parce que je crois qu'elle n'est jamais assez soulignée, c'est l'importance dans le front éditorial que revêt le rôle de Jérôme Lindon aux éditions de Minuit. Sans lui, les choses auraient été différentes. Il a publié pour Jamel Abouired, il a publié La Question, il a publié La Gangrène avec Boumazar et Rebaïli, il a publié L'affaire Audin, il a publié un beau grand nombre de livres tout au long de la guerre d'Algérie. Et son rôle a été essentiel. Mais le fait est que si il n'avait pas existé, par exemple, un livre comme La Question ne serait peut-être pas paru, hein, qui était le livre fondamental en France, mais dans le monde entier, qui a fait connaître la réalité que la question était, la torture était utilisée de manière systématique lors de la guerre d'Algérie. Donc, sa femme et son avocat ont pendant des semaines fait le tour de tous les éditeurs parisiens qui, tous, l'ont refusé, soit parce que politiquement ils n'étaient pas d'accord, soit parce qu'ils ne voulaient pas prendre les risques. Hein. Et peut-être parce qu'il avait publié Jamel Abouired avant, peut-être par ses contacts avec Vergès, peut-être aussi avec ceux qu'il avait très étroits avec Pierre Vidal-Naquet. Pardon, parce que la torture, elle était un tabou, personne ne parle. Oui, non, parler de la torture, c'était être qualifié de traître pour un Français. Un Français qui dénonçait la torture était un traître. Hein. Même Mauriac a été accusé. Il y a eu des dénonciations de torture avant, hein, par Claude Bourdet, par Mauriac et d'autres, mais c'était considéré comme une trahison de la France que d'accuser la France de torture, alors que c'était plus qu'un système. Donc, pendant des mois, vraiment, ils ont cherché un éditeur, et puis finalement, ils ont contacté Jérôme Lindon, qui a immédiatement dit oui. Et d'abord en disant c'est un texte qui parle vrai, il est incontestable, et qui a pris les risques, mettant en jeu ses éditions, parce qu'elles auraient pu être mises en faillite par les procès et les accusations qui ont été faites contre lui, et par beaucoup de raisons, et qui a publié La Question, qui a été le livre, en France surtout, mais dans le monde, hein, qui a fait que le rôle de la France a été discrédité par la qualité du témoignage d'Henri Alleg et par la véracité de son témoignage. Donc, si Jérôme Lindon n'avait pas publié La Question, on avait pensé en faire une petite brochure, voilà, qui aurait eu aucune diffusion, et le texte n'aurait pas existé. Donc il faut saluer le rôle qu'il a eu, et pour toutes les autres publications qu'il a eues. Ensuite, naturellement, il y a eu François Maspero, qui a aussi été créé, et qui lui a publié aussi, mais c'était en 58, 59, 1959, Maspero, c'était un peu plus tard, mais qui a publié aussi beaucoup de livres dans le sens de la décolonisation et contre la torture, mais aussi
sur la guerre d'Algérie. Et puis il y a eu Pierre-Jean Oswald qui a publié quelques livres aussi, dont un livre sur la torture par Rémisty. Et voilà. Mais comme l'a dit Jérôme Lindon dans une conversation après 62 du reste, il m'a dit, vous savez, les éditeurs français contre la guerre d'Algérie et s'opposant à la guerre d'Algérie et défendant la cause de l'indépendance algérienne, ils se comptent sur les doigts de la main. Et c'est vrai. Hein. Vous avez Lindon, Minuit, Maspero, Oswald, ou les autres, et moi qui étais en Suisse, donc je relayais, j'appuyais. Enfin, mais le front éditorial se limite à ces éditeurs-là. Hein. Les autres éditeurs ne publient rien. On ne va pas faire de jugement sur les uns et les autres, je ne vais pas le faire, mais non pas, même ceux qui étaient, semblait-il, les plus engagés, n'ont pas voulu le faire à cause des risques politiques, économiques et même à partir de positions politiques, tout simplement. Voilà. Donc vraiment, le front éditorial a été efficace, il a fortement contribué, et ça a été une intelligence, une grande intelligence de la Fédération de France et du front, de la direction de la lutte de libération, c'est que ils ont compris l'importance, soit dans la presse, soit dans les revues, soit dans les journaux, soit par le livre, de divulguer. Mais le livre a été un propagateur dans le monde. Hein. Le livre est traduit en allemand, il est traduit en anglais, il est traduit en japonais, il est traduit, etc. C'est-à-dire que ça a grandement contribué, en fait, à discréditer la France, à discréditer la guerre coloniale de la France. Et si, à un moment donné, par ce travail d'information et par ce travail diplomatique aussi, qui était très important, qui a fait qu'à un moment donné, au sein même de l'ONU, la France s'est trouvée mise en accusation et condamnée dans les réunions sur l'Algérie au sein de l'ONU. Mais le livre a été un élément déterminant. Sartre a publié le texte Une victoire justement à propos de la question que dans la réédition en Suisse de la question, on a rajouté le texte de Sartre Une victoire dans lequel à la fois il dit que finalement Alleg a finalement été plus fort que ses tortionnaires et plus fort que ceux qui le suppliaient, et d'autre part, en même temps, en laissant comprendre que la gangrène de la torture était très dangereuse parce que finalement, 10 ans auparavant, on torturait en France, les Allemands torturaient en France, et 10 ans après, on a torturé. C'est-à-dire que, comme Sartre l'a écrit, ça veut dire que n'importe qui, n'importe quand, à un moment donné, peut... Bon, je crois d'abord c'est le rôle important de la lutte de libération du peuple algérien. C'est le peuple qui a libéré l'Algérie. Je le dis parce que pendant 5-6 ans, j'ai vécu quotidiennement avec des Algériens qui sortaient de prison en France, sortaient de la torture, arrivaient en Suisse, militaient, et je peux dire combien c'était impressionnant de côtoyer les militants algériens à ce moment-là, par leur détermination. Il n'y avait jamais une faille dans la certitude etc. Donc ça. Et avec la guerre du Vietnam, ça a été la plus grande guerre de décolonisation du XXe siècle. Hein, c'est une chose importante. Ça a été un fait important. L'Algérie, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la fois en ayant une stratégie militaire, mais sachant qu'il ne pourrait pas vaincre militairement, a aussi une stratégie politique, diplomatique, d'information, propagande, sur tous ces secteurs, a réussi s'ils n'ont pas gagné militairement, ils ont gagné politiquement
leur indépendance, et c'est qui l'imaginait le 1er novembre 1954 que l'Algérie puisse devenir indépendante. Je pense même pas ceux qui ont déclenché la révolution. Il y a pour moi une phrase extrêmement belle qui est la première phrase du manifeste du 1er novembre. C'est « à ceux qui auront à nous juger ». Je ne connais pas d'autres textes qui déclenchent une révolution qui emploie ces termes-là. Hein? En général, on va vaincre, on va gagner, on va, etc. Non, à ceux qui auront à nous juger. Eh bien, le jugement peut être porté, la cause était juste, l'objectif était juste, et ils sont arrivés. Donc ça, c'est extrêmement important. Maintenant, alors, deuxième facette, c'est en même temps, par rapport à la situation qu'on vit aujourd'hui, effectivement, les mouvements de libération nationale, dans la phase des années 50-60, ont pu remporter des victoires, incontestablement, jusqu'en 70. Le mouvement était très fort, disons, l'histoire allait dans le sens des luttes de libération nationale, et donc il trouvait même des appuis dans le monde, mais l'impérialisme a réagi. Il a réagi, il a mené sa contre-révolution, il n'a pas pu gagner en Algérie, mais on assassine Lumumba, on assassine Cabral, on assassine Mondlane, on tue Ben Barka, et on fait le Congo, la répression au Cameroun, on fait le coup d'État en Indonésie, et finalement, ces coups ont eu des conséquences, et à un moment donné, bien, Bandung, les 77 à l'ONU, qui avaient gagné à un moment une réelle importance, une influence même au sein de l'ONU et des institutions de l'ONU, c'est effiloché, ça s'est perdu, et voilà. Et puis, peut-être qu'à la période actuelle, et c'est ça un peu la conclusion, c'est pour ça que mon livre s'appelle Mémoire éclatée, mais de la décolonisation au déclin de l'Occident, c'est parce que c'est une étape. La décolonisation était une étape, une phase, et qui se révèle très clairement aujourd'hui avec le Global Sud. Ça n'a plus rien à voir avec la phase de décolonisation, c'est un tout autre contexte mondial, international, les rapports de force. Mais en fait, ce tiers-monde, et la tricontinentale, tout ce qu'on a pu appeler, qui maintenant est très divers, mais il a un rapport de force économique, social, complètement différent avec les pays colonisateurs et impérialistes, parce que c'était de ça qu'il faut parler, que finalement... Donc je crois, pour moi, c'est les luttes de libération nationale sont indissociables de l'évolution aujourd'hui, c'est les flux et reflux de la lutte, qui fait que le monde a changé. Mais le monde a commencé à changer avec la décolonisation et, entre autres, les luttes au Vietnam et en Algérie. Qu'est-ce que vous pensez du traitement de cette question de l'histoire en France, soit par les chercheurs, ou soit par le pouvoir qui veut réconcilier toutes les mémoires, comme il a fait Macron, il a ramené les enfants des Harkis, les enfants des Chouada. Je ne sais pas s'il a ramené les enfants des Chouada ou non. Oui. J'ai un point de vue là-dessus. Oui. Moi, la réconciliation, s'il pouvait y avoir une réconciliation, il fallait la faire en 62. Il fallait qu'elle se fasse entre ceux qui s'étaient combattus. C'est-à-dire les officiers français, les politiques français, les Algériens et le peuple algérien. Là, il y avait il y avait tellement de liens. Hein. En même temps, le colonisme en Algérie est très particulier, à la fois dans son côté implacable, colonialiste, ségrégateur, tout ce qu'on veut, et en même temps, entre les populations, des liens comme dans aucun autre pays colonisé, ni au Maroc, ni en Tunisie. Ce n'est pas la même chose. Donc, il y avait des possibilités à ce moment-là. Mais je pense que les Algériens étaient en mesure de... Enfin, c'était possible. Mais du côté français, il
faut pas oublier que l'Algérie a gagné la guerre. Les Français ont perdu. C'est très difficile d'être un perdant. Hein. Donc il y avait un refus donc je pense que aujourd'hui, je ne sais pas ce que... Là, il y a une chose qu'il faut souligner, parce qu'on a parlé du front éditorial. Je pourrais vous donner une brochure. Il y a, entre 1954 et 1962, et ça, il faut le souligner parce que il n'y a pas un fait de guerre, un événement, le 17 octobre en étant un particulièrement frappant, mais il y en a beaucoup d'autres qui ont pu se dérouler dans des mechtas ou à l'intérieur des camps de regroupement, etc. Il n'y a pas un fait de guerre qui n'a pas été dénoncé en France, ou dans des livres, ou dans la presse, ou dans les revues. Et si ça a été possible, c'est des Français, parce que ce n'est pas les Algériens qui détenaient la presse, les journaux et les revues et les éditeurs français. Des Français, pendant toute la guerre, ont, tout au long de 1954 à 1962, ils ont été condamnés, ils ont été certains emprisonnés, des amendes, la répression, etc. Hein. Enfin, plus engagés, ceux des réseaux de soutien. Au procès Janson, il y a des condamnations, et au procès à Lyon aussi, du réseau de Lyon, à 10 ans de prison. Hein. C'est pas des petites peines. Hein. Donc c'était la guerre. Bon, mais ce travail d'information a été rendu possible par des Français. Hein. Et ça, celui qui voulait savoir pouvait savoir. C'est une autre chose. Les gens s'informent, etc. Mais la réalité, moi, si on veut situer l'état des opinions, je pense qu'il y avait une forte minorité Algérie française, mais factieuse, fascisante, etc. Forte. Il y avait une grande majorité, une majorité, pas grande, mais une majorité, arrêtons cette guerre. Mais encore une fois, arrêtons cette guerre, ce n'était pas forcément Algérie indépendante. C'est qu'on en finisse avec cette guerre parce que nos enfants vont là-bas, ils se font tuer, etc. Bon, ça c'était un... Et puis il y a une minorité qui était favorable à la cause, à l'indépendance nationale. Mais dans cette minorité, il y a une minorité de cette minorité qui s'est mise aux côtés des Algériens, engagée avec. Que ce soit dans leur rôle d'avocat, d'éditeur, de réseau de soutien, d'insoumission et de désertion, enfin de gens qui vraiment ont fait le choix. Et d'après, c'est difficile d'avoir des estimations, mais je crois que c'est Francis Janson qui avait dit il y a eu à peu près 5000 personnes qui ont été dans les réseaux de soutien. Il y en a 1 million ou 2000 Français. Il y a eu beaucoup plus de désertion, mais c'était souvent des Algériens qui ne... J'en ai pas, donc 1 ou 2000 Français qui ont déserté ou se sont insoumis. On arrive à 6 7 000. Bon. Il y a naturellement tous ceux qui auraient pu faire quelque chose, mais qui n'ont pas eu le contact, tous ceux qui dans la tête étaient d'accord, mais pas su, et tous ceux... Bon, moi je dis, on multiplie les 7 000 par 100. Ça fait 700 000. Ça ne fait pas 2% de la population française. C'est ça la réalité. Hein. C'est 2% de la population française réellement engagée pour que l'Algérie soit indépendante. Le reste, il y avait toute l'échelle entre oui, c'est bien que les Algériens soient indépendants ou l'ultra Algérie française. Ça ne marche pas, oui. Voilà. Alors, vous êtes également membre de l'association Sortir du colonialisme. Aujourd'hui, les questions liées à la mémoire se posent avec insistance dans les relations entre la France et l'Algérie, surtout que les nostalgiques de la colonisation reviennent à chaque fois pour tenter de faire l'impasse sur la torture, les assassinats, les massacres commis par la colonisation en Algérie. Que faire de point de vue pour contrecarrer cette démarche ? Bon, alors, effectivement, l'ACA, l'Association contre le colonialisme, est une des associations. Il y a une autre qui s'appelle les 4 ACG, qui est plutôt composée justement de chrétiens et de non-violents, qui est admirable parce que c'est des anciens rappelés, comme Hutin et d'autres, qui, à un moment donné, ont dit on a une pension militaire, on refuse
on la donne pour l'Algérie, et enfin pour des plans, des projets aidés l'Algérie. Et depuis des années, enfin, je sais qu'ils récoltent environ, enfin, sur leur pension militaire qu'ils donnent, ça fait à peu près 80 000 € par an, qui vont en Algérie, à un village ou un lieu, pour un puits, pour un ci, pour des choses admirables. Ils sont restés fidèles. Ils sont restés fidèles encore maintenant. Encore aujourd'hui, ils continuent à donner. Enfin, la somme diminue parce qu'ils meurent et les pensions diminuent, donc il y a de moins en moins de pensions. Mais ils continuent aujourd'hui, encore aujourd'hui. Et les 4 ACG sont une autre qui est en fait été une initiative d'Henri Alleg. L'ACA, c'est l'Action des contre-colonialistes, ça a été une initiative d'Henri Alleg, qui en a été le fondateur, le président, justement pour dénoncer toujours, qu'on continue à dénoncer Et puis, Alleg est décédé, c'est un autre qui a succédé, qui était justement un des 40 insoumis qui a fait 5 à 6 ans de prison en refusant de porter les armes, Alban Lichty. Et puis Lichty, maintenant, est très fatigué de santé, donc on est venu me demander si je voulais prendre le relais, donc je pris maintenant. Et un peu, alors, on a fait une initiative qui est justement pas une initiative à 4 mains. Hein. Macron a reconnu la torture, en reconnaissant que Oudin avait été torturé, était mort sous la torture, en reconnaissant que Boumengel également était mort sous la torture, et même il y a un communiqué, non pas un texte, un communiqué de l'Élysée, qui n'est pas une déclaration de Macron lui-même, mais dans lequel il est dit, effectivement, des soldats français ont sur ordre, pratiquer la torture et ainsi enfreint les règles des droits internationaux et naturellement des droits de l'homme et des citoyens qui étaient pour la France. C'est une reconnaissance. On peut dire que à partir de là, la torture est reconnue. Mais on est en train de mener une campagne, et c'est là où je dis qu'elle n'est pas à 4 mains et à 2 mains. C'est un problème franco-français. Il faut qu'on comprenne. On est 10 ans après, la fin du nazisme. Des officiers français, retour d'Indochine, conceptualisent le concept de guerre contre-révolutionnaire ou de guerre psychologique contre-révolutionnaire, dans lequel la torture est un instrument normal à utiliser pour retourner la population, pour la terroriser. C'est théorisé. Bon, à noter, personne n'empêche quelqu'un de théoriser quoi que ce soit. Ça peut rester dans un tiroir, dans une université, dans une école militaire, et voilà. Non. Le chef d'état-major des armées à l'époque dit « Ah, c'est intéressant, on va l'enseigner ». Donc, elle est enseignée à ce moment-là dans toutes les écoles militaires, en 55, 56, 57, voilà, dans lequel, finalement, on légalise et on va la torture. Ensuite, on l'enseigne et on la met en pratique. Quand Lacoste et le gouvernement français donnent les pleins pouvoirs militaires, des pleins pouvoirs de police à l'armée avec les paras dans Alger et dans le reste de l'Algérie, on sait très bien que ces paras sont formés à cette école-là. Hein, ils ont suivi ces enseignements, ils sont pour la torture, bien. Ensuite, on va plus loin, on crée 2 écoles de torture, une à Arzef, une à Chilla, qui sont des écoles où on va apprendre comment interroger, comment faire. Bon, c'est le gouvernement, c'est les politiques gouvernementales. Ensuite, il y a des gens qui dénoncent et condamnent et disent c'est scandaleux, c'est bon, etc. On les traîne devant les tribunaux, on les condamne. Par contre, ceux qui torturent sont gradés et décorés. Hein. Donc, à un moment donné, cette politique, qui n'était qu'une théorie, est devenue théorie d'État. Comment c'est possible?
et c'est la question que nous posons, au-delà, la théorie, la torture, c'est un fait. Personne aujourd'hui ne conteste qu'on a torturé par la guerre d'Algérie. Mais comment l'État se laisse gangréner, et gangrène la population en même temps, et gangrène les consciences des gens, avec en faisant sienne une théorie qui est génocidaire dans sa nature de faire. Et alors on essaye maintenant de travailler, mais encore une fois, on le considère comme une question franco-française arrivant de français. C'est pas un problème où on va dire quelle est la position des Algériens. Non. L'Algérie a des choses à faire, à voir elle-même. Ça, c'est aux Français à comprendre. Et donc, ça avance. On a fait une conférence de presse qui a eu un bon succès, bien revue, même dans la presse en France et surtout et aussi en Algérie aussi, en étranger. Donc, ça chemine. Il a fallu 60 ans pour qu'on reconnaisse la torture. Il faudra peut-être 60 encore pour qu'on reconnaisse la responsabilité de l'État. Parce que c'est très dur de reconnaître la responsabilité de l'État. On sait la difficulté qu'il y a eu à reconnaître, par exemple, les événements du Veldiv pendant l'occupation allemande, alors que c'était pas la France, c'était la France occupée. Et même ça, c'était difficile. Alors on imagine bien, là il s'agit bien de gouvernements qui étaient des gouvernements français, avec Mollet, avec Debré, qui sont responsables. Hein. Donc c'est pas une chose facile, parce qu'un État accepte ça et accepte d'entrer en matière. Mais on pose la question pour l'instant. D'accord. Alors, les dernières questions. Une association internationale des amis de la révolution algérienne a été créée derrière moi à Alger. Quelle appréciation faites-vous de cette initiative? Qu'est-ce que vous attendez de cette association après près de 62 ans de l'indépendance de l'Algérie? Alors écoutez, oui, j'en ai entendu parler. Hein. J'ai eu des échos, je n'ai pas eu de contact avec l'association. Mais j'ai eu des échos, j'ai entendu parler qu'elle avait été créée, qu'elle existait. J'ai pu voir même leur site, donc je connais leur site. C'est extrêmement important parce que là, je pense que ça peut c'est un problème d'échange et pour les nouvelles générations. Hein. C'est un problème extrêmement important que les nouvelles générations parlent, connaissent, échangent sur ce qu'a été cette guerre, que quand même, il y a toute la colonisation, naturellement, depuis 1830. Mais ces 8 ans de guerre ont à la fois traumatisé la jeunesse française, les jeunes Français qui avaient 20 ans, traumatisés, beaucoup, et plus que traumatisés, alors toutes les souffrances que ça représente pour les jeunes Algériens et pour les Algériens en général pendant cette guerre. Donc je pense que c'est extrêmement important, effectivement, d'apporter des témoignages, des rappels, etc. Mais je pense aussi qu'il y a une chose qui revient à cette association. Il y a des Français qui ont aidé l'Algérie, en Algérie, ou des Français d'Algérie, ou en France, qui ont aidé. Moi, je peux en témoigner. L'Algérie, en tant qu'État, a toujours été reconnaissante envers ceux qui l'ont connu, mais envers ceux que les Algériens ont connus. Mais un Algérien qui était dans une voiture transporté d'un lieu à un autre, ou sorti de France pour être soigné en Belgique, ou sorti de France parce qu'il s'était évadé et il est arrivé en Suisse, il y a un grand nombre de gens, de Français qui ont aidé les Algériens et que les Algériens ne peuvent pas connaître. Il n'y avait pas de nom, personne ne donnait son nom, personne ne savait qui était qui, hein, ni le Français ni l'Algérien. Donc, je pense, il y a ceux qui, parce que par leur travail, par leur lien avec les Algériens, étaient connus des Algériens et qui ont été toujours très reconnus dans leur tâche. Et il y a tous ceux qui effectivement ont aidé souvent en prenant des grands risques, et qui sont restés ignorés des Algériens parce que ils ont fait peut-être 50 passages de frontières,
mais d'inconnu en inconnu, des deux côtés. Et je pense que si cette association pouvait aussi rappeler ceci, c'est très important. C'est très important, d'abord pour les liens entre les deux pays. Hein. Il y a les noms qu'on connaît, et il est bon de faire connaître ceux qu'on ne connaît pas. Oui, par les témoignages, ou simplement chacun connaît des gens que les Algériens ne connaissent pas ou n'ont jamais entendu parler, et peuvent dire voilà, voilà, il y a aussi ces gens-là qui vous ont aidé. Certains étaient en prison et personne ne les connaît. Et si certains ont été, encore une fois, 10 fois, remercier, enfin, il y en a beaucoup qui n'ont jamais eu merci. Hein. Il y a du reste dans son souvenir de son évasion, Bachir Boumalza dit il y a des gens admirables qui m'ont fait sortir de France quand je me suis évadé, j'ai jamais pu leur dire merci. Et donc c'est à ceux-ci que je pense que l'association doit aussi apporter attention. C'est juste. Hein? Enfin, l'important, c'est que finalement, s'il s'agit de ceux qui ont été favorables à la guerre d'Algérie, qu'ils soient français ou non, parce que là, l'association s'occupe des gens qui ont fait des Algéries dans le monde entier. Hein. C'est Wisniewski en Allemagne, c'est Mattei en Italie, il y en a dans le monde entier. Hein. Il y aurait eu Petit Pierre en Suisse ou autre, bon, qui est mort. Voilà. Il y a ça. Mais plus précisément pour les Français que je connais, je pense que c'est important que aussi les Français eux-mêmes ont à connaître la guerre d'Algérie, totalement, y compris l'aide qui était, enfin le soutien, la solidarité qu'avec les Algériens. Les Français en savent peu. Et les historiens n'accordent pas l'importance maximum. Hein. C'est pas la solidarité des Algériens qui est au centre du travail des historiens français. Hein. Ils sont plutôt, ils vont chercher d'autres. Bon, mais c'est faire connaître aux Français eux-mêmes, mais aussi aux jeunes Algériens, qui a eu ces jeunes Français, parce que la plupart c'était des jeunes, la grande majorité. Qui ont été solidaires, et je le dis toujours, sans eux, sans les réseaux de soutien, sans la presse, sans les éditeurs, sans les journalistes, l'Algérie serait indépendante. Elle le serait. Mais ça aurait été plus difficile. Donc je crois que pour faire ça aussi connaître aux Français, mais aux Algériens, c'est un des rôles importants qui peut être celui de l'association. Avec ça, je vais avoir